Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Café Sapiens. Bonjour à ceux qui sont connectés en direct, bonjour aussi à ceux qui nous regarderont un petit peu plus tard. En ce début d'année, en ce mois de janvier, nous voudrions vous adresser au nom de l'Institut Sapiens, mais aussi de la SFETD, nos vœux les plus sincères pour vous et vos proches, et puis pour vous qui souffrez peut-être de douleurs chroniques, on vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de volonté, et on espère que les choses vont s'améliorer pour vous le plus rapidement possible. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Valéria Martinez, présidente de la SFETD. Donc, bonjour Valéria. Bonjour Dominique. Elle va nous parler, et c'était le but de cette conférence, du fameux congrès de la SFETD. Vous n'avez pas pu y participer, moi non plus. Eh bien, nous allons tout savoir de ce congrès, ce qui a été décidé, ce qui a été discuté, et dans quelle direction va le traitement de la douleur chronique. Auparavant, avant de démarrer, je vous rappelle les conditions de notre événement. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur la fonction conversation en bas de l'écran. Vous cliquez sur le bouton conversation, vous avez une petite boîte, vous mettez votre question et on va prendre toutes ces questions pendant l'enregistrement et à la fin de notre émission, nous traiterons ces questions du mieux possible, bien évidemment. Évitez peut-être, puisqu'on parle de médecine et de douleur, évitez peut-être des questions très très personnelles sur des traitements, parce que malheureusement, on ne peut pas vous répondre en direct, ce sont des questions personnelles. Alors, la SFETD, c'est quoi? Valéria, dites-nous tout. Alors la SFETD, c'est la Société française d'études et de traitement de la douleur. En fait, c'est une société savante. Et les sociétés, comme toute société savante, elles fédèrent en fait les spécialistes, experts dans la thématique de la douleur. On peut dire que peut-être la spécificité de la SFETD, c'est qu'elle est pluriprofessionnelle. Ça veut dire quoi? Qu'autour de cette même thématique de la douleur, on va regrouper à la fois des médecins, des infirmiers, des psychologues, mais pas que, également des chercheurs, des kinésithérapeutes, tout professionnel soignant qui s'intéresse à la douleur. Et la SFETD, il faut savoir aussi comment elle fonctionne, parce qu'il y a un CA, il y a 12 personnes qui se réunissent tous les mois pour réfléchir sur les sujets de la douleur, mais également des commissions. On a 12 commissions. Dans les commissions, il y a des commissions professionnelles, donc des commissions d'infirmiers, des commissions de psychologues, et des commissions qui s'intéressent plutôt à certaines thématiques. Il y a la commission de cancérologie, il y a la commission de pédiatrie qui s'intéresse à la douleur des enfants. Et puis ponctuellement, on peut avoir des groupes de travail spontanés qui se mettent comme ça en place pour répondre à une question bien précise. Par exemple, cette année, on a eu un groupe sur la neuromodulation, c'est-à-dire comment on peut moduler la douleur avec des techniques invasives. Il y a un groupe de travail qui est en train de réfléchir actuellement sur la fin de vie. Donc voilà, c'est toute cette organisation, mais la SFETD, c'est également un réseau aussi de correspondants régionaux dans toutes les régions qui répondent, en fait, ils font le lien entre notre société et les institutions, principalement les ARS, et les structures douleurs de chaque région. Ça, c'est important, puisqu'il est très fort, ce réseau. D'accord, donc plutôt des professionnels ou des gens qui pensent, qui recherchent? Alors, des particuliers aussi ou... Alors, c'est plutôt des professionnels de santé. On est partenaire avec certaines associations de patients, plusieurs, il y en a 6 associations de patients qui nous accompagnent, qui sont présentes au congrès de la SFETD et voilà, qui nous soutiennent bien. Alors, avec quel objectif finalement? En fait, maximum. Une minute maximum. La SFETD, c'est 3 missions. C'est 3 missions. C'est valoriser, rechercher autour de 3 choses. Le soin, comment prendre en charge le patient. La recherche, comment optimiser la recherche en douleur. Et l'enseignement, la formation, qu'elle soit universitaire ou post-universitaire. Donc en fait, c'est de mieux comprendre les mécanismes de la douleur, de mieux les explorer, de mieux les évaluer, pour mieux les prendre en charge. Et on décline ça sur les 3 fonctions. Recherche, formation, enseignement. Voilà, ça c'est la mission de la SFETD. Et enseignement, c'est une très très bonne idée. On sait que nos médecins ont bien besoin d'être enseignés sur ce qu'il faut faire. Tu sais qu'en 2e cycle, c'est-à-dire les jeunes médecins, ils n'ont que 10 heures d'enseignement de la douleur. J'allais le dire, mais je préfère que tu le dises. 10 heures sur tout leur cursus. 10 heures sur les 5000 heures qu'ils font, parce que c'est un gros bagage, c'est 6 ans d'études. C'est 5000 heures d'enseignement, et la dernière fois, on a compté, c'est seulement 10 heures. Donc en 2e cycle, c'est jeunes médecins, 6e année, donc il y a de quoi faire. Bon. Eh bien, vous le faites, c'est bien. Il y a un sujet, avant de commencer à parler du congrès, je voulais qu'on revienne une seconde sur une question récurrente que nous avons à chaque fois, mais je pense qu'il est bien de revenir là-dessus. Quand parle-t-on de douleur chronique?
partir de quelle dose de douleur, à partir de quelle durée, quand est-ce qu'on parle de douleur chronique? Alors, la définition de la douleur chronique, d'abord, c'est une expérience. C'est une expérience qui est une sensation sensorielle, émotionnelle, qui est désagréable et qui peut être associée à une lésion tissulaire potentielle ou réelle. C'est-à-dire qu'elle est là ou pas. D'accord ? Donc cette définition veut tout dire. C'est-à-dire qu'elle regroupe les trois composantes qui sont à la fois la sensation, le traumatisme physique qui fait qu'il y a une lésion physique, avec ce qu'on ressent de la sensation biologique. Qu'est-ce qu'on en fait de cette douleur? Comment on l'interprète? Donc notre cognition. Et puis nos émotions, parce qu'on sait que les émotions jouent un rôle important dans la douleur. Après, il y a quelque chose d'important, c'est que dans la définition de la douleur chronique, on définit une douleur chronique à partir de 3 mois, au-delà de 3 mois de persistance. Et donc ça la distingue de la douleur aiguë. Mais il n'y a pas que ça, également, dans la douleur chronique, vous voyez, la douleur aiguë, c'est en fait c'est une alarme, quelque chose qui ne va pas. Quand on a une douleur aiguë, ça dure quelques secondes, parfois quelques heures, et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps, qu'il faut aller chercher qu'est-ce qui ne va pas, une appendicite, une inflammation, et on va traiter cette douleur aiguë. La douleur chronique, c'est quand même, donc elle va durer plus de 3 mois, et va s'associer beaucoup d'autres retentissements dans la vie du patient. La première chose, c'est qu'il va moins bien dormir, donc des troubles du sommeil. Ensuite, ces troubles de sommeil vont entraîner des troubles de l'humeur, dépression, anxiété. Et puis, il ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut. Il va avoir un impact sur sa vie ses loisirs, sa vie professionnelle, son couple. Et toutes ces petites couches qui vont se rajouter les unes après les autres sur cette douleur vont en faire une maladie. Donc, on parle plutôt de maladie quand on parle de douleur chronique que d'un symptôme de la douleur aiguë. Donc, c'est vraiment deux choses très différentes, la douleur aiguë et la douleur chronique. Et ça, c'est important de comprendre ça, parce que la douleur aiguë, on peut traiter la cause et dire on va la faire disparaître. La douleur chronique, on arrive à soulager, on arrive à diminuer l'impact qu'elle peut avoir justement sur la qualité de vie. Voilà. C'est difficile de totalement la faire disparaître, mais on arrive à bien mieux vivre si on la prend en charge précocement. Bien sûr. Je pensais que c'était important de requalifier un peu ça, parce que il y a peut-être parmi les gens qui nous suivent des gens qui n'ont pas encore clairement exprimé à leur médecin traitant ou à ceux qui s'occupent d'eux cette douleur, qui ont du mal un peu à savoir de quoi elle correspond et comment on peut la nommer plus précisément. Et là, je pense qu'avec tes paroles, ça peut aider à mieux expliquer ça à son médecin. Alors, le congrès annuel. Donc, ce congrès, il existe depuis longtemps? Oui, alors il existe depuis plus de 22 ans. 22 ans, exactement 22 ans, parce que c'était la 22e édition de ce congrès actuellement. Il faut savoir que la SFETD, en fait, existe depuis 22 ans, puisqu'avant, il y avait 2 sociétés différentes. En fait, c'est comme les sagas familiales, il y avait 2 sociétés. Une qui était plutôt orientée sur les neurosciences, plutôt de chercheurs fondamentaux autour de la neuroscience, et une autre société qui était plutôt clinicienne. Et puis, les 2 sociétés se sont mariées, fort heureusement, et ça a été un mariage heureux, puisque ça fait 22 ans qu'il existe ce congrès. Très bien, très bien. Mais finalement, qui est-ce qui vient au congrès de la SFETD? Beaucoup de professionnels de santé. D'accord. Donc la majorité de médecins, mais de toutes disciplines. Beaucoup de médecins généralistes, de médecins anesthésistes, des neurologues, des rhumatologues, des infirmiers. Les infirmiers sont très présents dans l'heure, ils correspondent à peu près à 30% de notre population. Les psychologues, à peu près 10 à 20%. Et puis les chercheurs fondamentaux également, puisqu'on fait le lien entre la recherche clinique et la recherche fondamentale dans ce congrès. Et c'est un événement de 3 jours, c'est ça? C'est un événement de 3 jours, en effet, complet, avec des événements autour, des symposiums, des formations continues qui s'ouvrent en fait la veille du congrès. Mais il n'y a pas que des professionnels de santé, il y a également les partenaires industriels qui sont présents, parce qu'il y a toute une disposition. On voit apparaître beaucoup de start-up, de nouvelles start-up autour du digital, qui commencent à travailler autour de la douleur. Elles sont de plus en plus importantes de ce congrès. Et puis, il y a toutes les associations de patients qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, qui sont bien présentes également. Donc, vous voyez, ça rassemble large. Oui, ça rassemble large, avec un but, améliorer le traitement de la douleur, progresser, essayer tous ensemble. De faire ça tous ensemble, si possible. Alors, j'espère que vous avez au moins des représentants de l'État. Alors, parce que quelque part,
il participe au financement, donc, alors pas du congrès, hein, mais Non. de la santé en général. Alors, cette année, on a eu la visite de la Direction générale de la santé, Ouais. qui est venue nous exposer un petit peu ce qu'elle nous avait accompagné cette année. On reviendra, mais c'est des points importants. On a vu un discours du ministre, qui n'a pas pu venir, le ministre de la Santé, mais qu'on a lu au cours de cette... voilà, où il a mis les points importants. En fait, deux choses importantes qu'il nous a apportées, c'est on va avoir des postes d'assistants douleur. D'accord. Donc 20 postes d'assistants douleur, c'est vraiment nécessaire, puisque la démographie médicale est en difficulté. Donc ça, on a obtenu ça de la DGES. Et puis, l'autre point important, c'est les protocoles de coopération pour les infirmiers. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est un protocole de coopération. Non. Alors, j'ai compris les 3 mots, mais je ne sais pas ce que ça donne quand on les associe. Donc. Alors, il faut savoir que dans les structures douleurs, il y a 245 structures douleurs, de centres de la douleur en France, qui sont répartis avec des centres et des consultations. Et à l'intérieur, on a une spécificité, c'est qu'on est pluriprofessionnel. Il y a un médecin, un psychologue et un infirmier pour travailler. Ces infirmiers ressources douleurs, ça fait longtemps qu'ils travaillent avec nous, ils connaissent très très bien la prise en charge de douleur, et c'est des éléments principaux en fait. Ils coordonnent, ils nous accompagnent, ils éduquent les patients. Et donc, on veut aller vers une reconnaissance de ce métier d'infirmier ressources douleurs dans ces structures. Vous avez entendu des infirmiers de pratique avancée. Bien sûr, on le pousse à l'Institut Sapiens, on est en faveur, on n'arrête pas d'écrire que c'est une des solutions face aux déserts médicaux, et pas seulement. Voilà. Et ben, nous, on en rêve pour les infirmiers, que les infirmiers ressources douleurs deviennent des IPA. Il y a un chemin à faire. Et le chemin entre les deux, c'est les protocoles de coopération. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va déléguer, qu'est-ce que le médecin va déléguer à l'infirmier. Donc c'est une étape intermédiaire. On n'abandonne pas l'idée d'en arriver à l'IPA, mais ça va être la première pierre qu'on va poser. Étape par étape. Voilà, étape par étape. Étape par étape. Ok, d'accord. Alors, nous n'étions pas, pour la plupart de ceux qui regardent, ni même moi, au congrès. C'était quoi les temps forts de ce congrès? Alors, les temps forts. Il faut savoir que d'abord, le congrès, c'est un moment où on passe des messages importants sur les changements de pratiques, les recommandations de pratiques pour améliorer la prise en charge. Et je pense que les temps forts ont été importants parce que sur le parcours du patient, on a beaucoup parlé de comment améliorer le parcours du patient, avec 3 recommandations autour de ce parcours. 3 recommandations qui étaient. Une, c'était sur le parcours du patient douloureux chronique. Il faut savoir que notre société a été partenaire de l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, ainsi qu'avec le Collège des médecins généralistes. On a été partenaire pour répondre à la question qui nous était saisie par la DGES, c'est comment améliorer, comment optimiser le parcours du patient douloureux chronique. Et donc, il y a eu un groupe de travail qui a travaillé depuis 2019. C'est beaucoup de travail avec la méthodologie de l'HAS, c'est-à-dire un groupe de relecture, un groupe de relecture scientifique, une validation. Et là, c'est imminent, ces recommandations, donc je ne vais pas totalement les dévoiler. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'idée, c'était d'optimiser ce parcours, de mieux le structurer, c'est-à-dire de bien mieux fédérer tous les professionnels de santé autour du patient douloureux chronique. C'est également d'outiller les structures douleurs avec les outils numériques pour mieux correspondre entre la ville et l'hôpital, mieux faire le lien entre la ville et l'hôpital. Et les grands principes, un petit peu, c'était d'avoir en fait 3 niveaux. La majorité des patients douloureux chroniques sont vus d'abord par le médecin généraliste. D'accord. Donc, ils rentrent par cette porte-là. Par cette porte-là, Il y en a quand même 12 millions. 12 millions. Oui, il faut le rappeler. 12 millions de douloureux chroniques en France. De gens qui souffrent en France. Ah, bien sûr, tous n'arrivent pas dans les structures, c'est impossible. Vous savez qu'on n'en prend que 1% de ces 12 millions dans les structures douleurs, et elles sont déjà engorgées. Il y a un délai d'attente qui est en moyenne de 3-4 mois. Voilà. Donc l'idée, c'est de mieux fluidifier, c'est-à-dire que mieux prendre en charge les patients par les équipes de soins primaires, et puis de mieux les prioriser, les cibler, ceux qui vont arriver dans les structures douleurs, et pas les engorger, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrivent dans les structures douleurs, pouvoir les réadresser en médecine de ville. Les clés un petit peu de ces recommandations, ça a été que le médecin de ville soit un peu le pilote, le coordinateur de tout ce parcours de soins, ce qui est normal, parce que c'est lui qui le voit en premier malade. Voilà. Et que les structures douleurs deviennent en fait un recours de second recours, soit là pour leur expertise, et qu'on les utilise vraiment pour l'expertise qu'elles peuvent apporter. D'accord.
C'est quoi l'expertise d'une structure douleur? En fait, on voit les patients les plus complexes. On peut répondre sur trois points. C'est-à-dire que d'abord, les professionnels qui travaillent dans les structures douleur sont des professionnels qui sont formés, qui ont en fait un diplôme, qui va une compétence autour de la douleur, que ce soit le médecin mais l'infirmier. Ensuite, on peut avoir recours à ces structures douleur pour des techniques particulières qu'on peut faire que dans les structures douleur. Par exemple, ça peut être des techniques de pose de certains patchs capsaïcine pour la douleur neuropathique, certains médicaments qui se mettent également pour certains types de douleurs neuropathiques, qui sont la toxine botulique. Vous connaissez la toxine botulique qu'on donne pour les rides, mais elles peuvent également avoir un bénéfice dans la douleur neuropathique. Certaines techniques qui sont invasives, comme la neuromodulation. Voilà, le mot invasif me fait toujours peur. Mais bon. Invasif, c'est vrai que ça fait peur. Ah bah ça fait peur. Ouais. On se dit... Alors à quoi ça consiste? En fait, toutes les techniques invasives, c'est-à-dire qu'on va rentrer à l'intérieur. Voilà, il faut bien comprendre, ceux qui nous regardaient. Mais parfois, elles sont très efficaces. Elles sont extrêmement efficaces, de ce que j'ai compris, mais c'est vrai que le mot invasif, pour les décrire... Oui. Les plus fréquentes, en fait, ce sont des techniques où on pose en fait des stimulateurs qui envoient un courant électrique comme un pacemaker, mais celui-là, ça va être relié pour donner des impulsions électriques autour du système nerveux pour en fait calmer la douleur. C'est ça. Elles peuvent être faites au niveau médulaire, elles peuvent se faire au niveau périphérique. Il y en a d'autres. Il y en a qui sont non invasives aussi. On peut parler de la stimulation magnétique. C'est un casque qui se met maintenant au niveau. Voilà. Donc il y a beaucoup de ces techniques qui se font actuellement que dans les structures douleur. Donc ces trois expertises sont importantes. Et ensuite, qu'est-ce qui est important dans cette recommandation aussi, c'est comment on adresse, faire en fait un outillage. Comment mieux adresser les patients dans les structures douleur avec un outil qui va dire pourquoi on nous demande un avis aux structures. Est-ce que c'est un avis? Parce que maintenant, avec la télémédecine, on peut faire plein de choses. Vous voyez, on peut faire une téléconsultation, les patients ne sont pas obligés de venir. On peut faire également une téléexpertise, répondre à la demande du médecin généraliste, et aussi demander pourquoi il nous l'adresse, si c'est pour un avis diagnostique, un avis thérapeutique, juste pour une technique. Est-ce qu'on a besoin juste d'avoir la structure douleur pour faire l'action, quoi. D'accord. Ça, c'était une des recommandations sur le parcours. Après, il y en avait une autre qui est la recommandation justement sur la neuromodulation implantée. Donc là, on revient sur ce mot qui est en fait ces techniques invasives où on implante quelque chose dans le corps pour soulager la douleur. Et là, c'est un groupe de travail, la commission de neuromodulation, qui a travaillé à la SFETD et qui est parti d'un constat qui a montré qu'en fait, malheureusement, il y avait beaucoup d'hétérogénéité de prise en charge dans le territoire français. On n'avait pas tous le même parcours. Tous les patients n'y accédaient pas à ces techniques. Dommage. Oui, c'est vrai. Pour vous donner par exemple un exemple, ces techniques sont beaucoup utilisées dans l'emboradiculagie post-opératoire, les douleurs qui apparaissent après une intervention du dos et qui persistent. Il y a beaucoup de ces interventions, il y en a à peu près, je me rappelle plus, c'est 100 000 interventions. Et à peu près 20% vont rester douloureux. Pas tous douloureux, très fort. Une petite partie vont avoir, on dit à peu près 5000 patients vont avoir besoin, pourrait être une indication de cette neuromodulation. Et seulement un patient sur 5 en bénéficie. Dommage. Voilà, donc comment faire pour mieux faire connaître ces techniques? Comment mieux faire pour mettre un réseau entre les structures de la douleur et les centres qui vont implanter cette neuromodulation? Ça, ces recommandations répondent un petit peu à ces questionnements. Comment améliorer le parcours du patient? C'est-à-dire comment il peut être mieux pris en charge en préopératoire. Dans ces recommandations, ils disent que c'est obligatoirement un patient qui doit être évalué dans une structure douleur de façon pluriprofessionnelle. D'accord. Voir, par exemple, est-ce qu'il va supporter le matériel justement qu'on va poser dans son corps? Est-ce qu'il est prêt à ça? Est-ce que c'est le bon moment? C'est important que ce soit le bon moment pour le patient. Et puis voir certaines pathologies parfois qui peuvent contre-indiquer cette Et une fois, suivre aussi l'accompagner, puisque c'est une décision qui est importante, et suivre le patient après. Donc en pré, pendant, immédiatement, et puis en post-opératoire, tout est décrit dans ces recommandations. Et je pense que ça, c'était un moment fort de la SFETD, où on a beaucoup parlé de ces recommandations. D'accord. Est-ce qu'il y a des problèmes budgétaires pour ces implémentations? Ou est-ce que c'est... Puisqu'on j'ai bien compris que tout devait passer par le centre en douleur, donc est-ce qu'on limite le nombre d'interventions parce qu'il n'y a pas assez de centres douleur? Ou est-ce que une fois que les gens sont arrivés au centre douleur, il faut encore se battre pour avoir l'autorisation
de poser ce genre de matériel? Parce que je suppose que ça doit coûter une certaine somme. Oui, ça coûte une certaine somme, en effet. Mais surtout, je pense que pour l'instant, c'est pas assez connu. Voilà. D'accord, c'est une question de connaissance. De connaissance, même des professionnels de santé qui travaillent en douleur. Hein. Il y a des indications qui sont peut-être, il n'y a pas que les douleurs lombaires, il y a d'autres indications. Il y a certaines céphalées persistantes, oui, les douleurs neuropathiques, périphériques. Il y a beaucoup d'indications, il y a des patients qui pourraient bénéficier de ces techniques. Et donc, ils vont voir leur douleur disparaître, s'amenuiser, Alors, c'est quand même des techniques qui sont très, très efficaces quand on prend tôt c'est ce que j'ai compris, mais bon, je quand on prend tôt les patients, ça c'est important. D'accord. Pour l'instant, c'est vrai qu'on en peut, peut-être il n'y a pas autant de patients qui pourraient en bénéficier qui en bénéficient, et surtout, on les voit beaucoup trop tard, on les envoie trop tard. Hein. Moi, je ne suis pas dans un centre implanteur, je suis dans une structure de l'heure, et c'est pas toujours aussi facile d'avoir des places dans ces structures d'implantation. Ouais. Il faut faire ce réseau. Par exemple, il y en a une ou deux qui ferment sur l'île de France. Il faut savoir que c'est ça ne peut pas arranger les choses. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous avez annoncé, ce sont des bonnes nouvelles pour les patients, mais il y en a d'autres, des bonnes nouvelles pour les patients? Il y en a qui nous regardent, donc est-ce qu'on peut leur donner un peu d'espoir en ce mois de janvier? Alors, oui, les bonnes nouvelles pour les patients, dans ce congrès, il y a eu un moment très important, moi, que j'ai adoré. Très bien, parlons-en. Voilà, c'était la veille du congrès, ça s'appelle les Pain Talks. Pour la première fois, on a innové à la SFETD, et ça c'est quelque chose d'important, on a innové, on a ouvert les portes au grand public. Donc, ça, c'était une des premières fois. D'accord. C'était la veille du congrès, 1h30, une soirée magnifique qu'on a fait sur le type Pain Talk et qu'on a été accompagné par les Canadiens qui sont très avancés dans la sensibilisation de la population générale autour des thématiques de la douleur. Et donc on a fait 8 interventions très courtes faites par en fait des chercheurs, des cliniciens, experts dans leur domaine. Ils devaient en 5 minutes expliquer leur thématique, donc vulgarisée, avec des mots simples. Avec des mots simples. Des mots simples, mais ce qui est intéressant, c'était qu'ils ont fait un réel effort, en plus de façon un peu théâtrale, voilà, avec un diaporama, des images très suggestives. Donc ils ont travaillé leur texte et c'était quelque chose qui a été vraiment formidable, très apprécié des deux, les gens, l'auditoire qui était là, mais également les professionnels qui ont partagé. Voilà. Et comme ça, là, en fait, la SFETD a montré clairement qu'elle voulait s'ouvrir au grand public, sensibiliser la population générale, les usagers, tous les citoyens, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer. D'abord, voilà, quand on partage ces informations, il y a aussi des soignants qui vont écouter, et puis le patient va devenir également connaître et devenir acteur plus autonome, et ça c'est quelque chose d'important. Par exemple, dans ces Pain Talks, il y a eu, on a expliqué ce que c'était l'effet placebo, par exemple, en 5 minutes. C'est quelque chose qui est important, je ne sais pas ce... oui, je vois bien. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est réel. On reproche de certains traitements, en disant c'est que de l'effet placebo, pas autre chose. Non, en fait c'est un réel effet. C'est un réel effet. C'est un réel effet. Il a été montré en fait avec l'IRM qu'il y a certaines structures qui s'activent quand on donne un placebo. En fait, un placebo, c'est un traitement où c'est de la farine. Il n'y a pas de substance active. Mais en fait, juste le donner en y croyant, et ben, en fait, il y a des structures qui vont s'activer et libérer des substances qui vont être plutôt dans le bien-être. Par exemple, certaines endomorphines, certaines dopamines. Donc, ça va donner et donc, c'est quelque chose qui existe et qui est un effet physiologique réel, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important que les patients connaissent ça. Parce que, et puis même les soignants, la façon, si je vous donne un médicament et je vous dis, voilà, ça c'est formidable, ça va vous faire du bien, c'est pas la même chose, ça je crois pas. Voilà. On verra bien. Phrase qu'on entend de temps en temps. Je sais pas trop, mais je sais pas trop, c'est pas la réponse, mais c'est plutôt on verra bien. On verra bien. Voilà, ça change tout. Ça change tout, oui, ça donne pas toujours envie d'y aller. Mais... Voilà. Et puis par exemple aussi dans ces Pain Talks, il y a un moment qui était très très fort, c'était une chercheuse qui nous explique très bien que certaines structures dans le cerveau qui s'occupent de l'émotion, de la peur, mais également de la joie, etc., comment elles peuvent influencer la sensation douloureuse. D'accord. Voilà, parce que vous savez, il n'y a pas une zone dans le cerveau qui s'occupe de la douleur. La douleur, elle n'a pas eu là, tout le cerveau va contribuer à la sensation douloureuse, il va interagir, c'est pas comme la vision où il y a une zone qui va s'occuper de la vision. Et donc certaines zones qui s'occupent de l'émotion peuvent influencer pour amplifier ou diminuer la sensation douloureuse. Et donc c'est des choses qui sont assez complexes à expliquer dans sa recherche et qu'elle nous a expliqué très simplement, comme je viens de vous l'expliquer, et qui vont... et ça, on comprend pourquoi les patients qui sont plus ou moins émotifs, dans certains moments, peuvent
sentir la douleur plus forte. Il y a Que des moments, d'autres. voilà. D'accord. Alors, tout le monde pouvait venir à cette soirée ou Oui. il fallait il fallait avoir une autorisation du centre douleur pour venir? Non, c'était une soirée qui était gratuite, ouverte à tous, et D'accord. qui va être tous les ans maintenant. Donc, voilà. vous avez compris, Ouais. on va sur le site de la SFETD Voilà. et on s'inscrit On s'inscrit, voilà. pour l'année prochaine. Exactement. Et en plus, on peut revoir en replay. Hein. Ah, Voilà, bah voilà, ouais, donc profitez-en, profitez-en. D'accord, très bien. Parfait. Bah, il faut espérer que ce ne seront pas que des Canadiens qui vont venir parler l'année prochaine. Non. En fait, les Canadiens, en fait, c'est le réseau de recherche canadien qui est très actif sur le domaine. Dans la sensibilisation, les Canadiens, ils font beaucoup de sensibilisation grand public avec des bandes dessinées. Ils sont un petit peu en avance, on peut dire. Un peu en avance. Voilà. On Et va puis, les ils nous accompagnent sur ça. Et puis, ça nous fait en fait une collaboration qui est très intéressante. bien sûr. On va les copier, il n'y a pas de problème. Bon, et alors, vis-à-vis de ces médecins qui nous soignent, de ces professionnels de santé, comme on dit, il y avait de bonnes nouvelles pour eux aussi? Il y avait des choses qui les touchaient? Alors, pour les professionnels de santé, je vais peut-être répéter que les 20 postes d'assistance, c'est une énorme nouvelle pour nous, puisque je peux peut-être vous rappeler un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les structures douleur actuellement. Hein. Les centres de la douleur sont en souffrance, puisqu'en fait, à peu près 25% des professionnels de santé qui travaillent, des médecins qui travaillent, vont partir à la retraite dans les 5 ans à venir. Oula. Ça va faire mal. Et comme on n'est pas une spécialité, on n'a pas été régulé. C'est-à-dire que la douleur, les médecins de la douleur sont des médecins qui peuvent être anesthésistes, rhumatologues, neurologues, d'une différente spécialité. Ils ont une compétence en plus. Et donc, c'est difficile de réguler cette filière. Et on n'avait pas de chiffre exactement de combien on allait partir à la retraite. Donc, la SFETD a fait cette enquête et a montré donc que 25% allaient partir à la retraite et qu'il fallait les remplacer. Et donc là, on s'est affolé parce que c'est pas si simple en ce moment d'attirer des médecins et de les former. Il faut un petit peu de temps. Et puis, et donc on a tiré la sonnette d'alarme et donc le ministère, la DGOS, nous a octroyé 20 postes d'assistants. Donc les postes d'assistants, ce sont les postes pour les plus jeunes médecins. Une fois qu'ils ont terminé en fait l'internat, ils vont arriver dans ces structures douleurs pour pouvoir, l'idée c'est de pouvoir remplacer, avoir des postes pérennes de praticiens hospitaliers. Voilà. D'accord. Donc ça c'est une très 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 bonne nouvelle pour la profession. Pour les infirmiers, c'est la mise en place, justement, ce qu'on a dit tout à l'heure, de ces protocoles de coopération nationaux. Nationaux, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'ils sont adoptés, les structures douleurs, toutes les structures vont pouvoir l'accepter et le mettre en place. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi sur la formation continue. Et là, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui travaillent avec nous et qu'on n'entend pas toujours parler. Ce sont les secrétaires douleurs. Ouais. Les secrétaires douleurs, elles ont un rôle très important dans les structures parce qu'en fait, c'est aussi la première interface avec les patients. C'est pas être secrétaire comme dans une autre spécialité en cardiologie. Vous voyez bien que les patients douloureux sont très demandeurs, sont en attente. Parfois, ils sont déprimés, ils veulent que les choses se passent immédiatement et donc on ne peut pas toujours répondre à leurs besoins. Et une formation spécifique pour ces secrétaires va être proposée cette année. Et ça, c'est la première fois qu'on fait ça à la SFETD, avec 3 soirées de e-learning. On va leur apprendre un petit peu le vocabulaire qu'on utilise en douleur, comprendre comment on est organisé, mais également comment faire pour quand on prend le téléphone et qu'on accueille un patient douloureux chronique. Et je pense que ça, on peut se féliciter de le mettre en place, et je sais que beaucoup de secrétaires sont très contentes de cette mise en place. Et vous avez gagné 20 postes pour cette année? Pour l'instant, c'est 20 postes. C'est ce qu'on aura besoin. C'est dans les 5 ans, on a besoin à peu près de 120 postes. Ouais, D'accord. Parce que moi, je Oui, regarde les 12 millions et je me dis, à 12 millions de personnes, pas beaucoup, ça fait pas 12 beaucoup. millions divisé par 20, c'est... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que seulement 20 personnes qui sont formées. Bien sûr. Il y en a beaucoup plus qui sont formées, mais pour ces structures-là. Après, je pense qu'on a quand même gagné en connaissance de tout le monde, et il y a de plus en plus de jeunes qui se forment à la douleur dans ces nouvelles formations qu'on a mis en place. D'accord. Et la technologie, on a parlé tout à l'heure de la neuromodulation, qui est une solution technologique, mais on va y revenir. Et la technologie permet-elle d'accélérer, entre guillemets, le diagnostic, la façon de prendre en charge le malade? On a parlé tout à l'heure de télémédecine, etc. Est-ce que ça va être un moyen d'avancer un peu plus vite pour s'occuper des personnes,
ou c'est encore un peu accessoire? Ah non, non, je crois que la technologie est en train de nous rattraper et de nous être utile. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a eu dans ce congrès au moins 3-4 sessions autour du numérique et de la technologie. D'accord. Voilà notre intérêt pour les nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de tout ça? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'interrogations et de choses qui se font autour d'abord de la recherche. La technologie va nous permettre des registres plus importants. Vous voyez, de recueillir, par exemple, si dans toutes les structures douleur ou tous les gens qui s'occupent de la douleur en France, on pouvait recueillir, collecter toutes les informations des patients dans un même registre, c'est une avancée énorme. Ouais. Actuellement, on en est vraiment, vraiment très loin. D'accord. Très loin par rapport à d'autres pays, par exemple les Nord-Américains, les Canadiens, qui ont des gros registres autour de la douleur. Et puis aussi, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres disciplines. En neurologie, par exemple, ils ont la sclérose en plaques, ils ont un registre où ils prennent 70% des patients qui ont des scléroses en plaques. Il y en a à peu près 100 000 en France. Nous, on n'est pas capable actuellement de faire plus de 1000, 3000 patients. Donc, alors que l'on voit, dans les structures douleur, il y a à peu près 500 000 patients qui sont vus tous les ans, avec 120 000 patients qui sont vus. Donc si on pouvait regrouper toutes ces données, ça serait déjà... Et donc ça commence, il y a des initiatives, hein, je vous dis, la technologie peut nous aider à justement à regrouper, à collecter ces informations, également à suivre le patient. C'est pas seulement collecter au moment où il fait sa consultation, mais c'est collecter les informations au fur et à mesure du temps, un peu sur l'évolution, à les rendre aussi attractifs, parce que voilà, vous aimez bien votre téléphone, mais il y a des gens qui ne vont pas répondre aussi facilement. Non, c'est clair. Donc il y a des façons d'attirer, c'est le gaming, c'est-à-dire qu'on ait des petites étoiles, l'ouverture à l'éducation thérapeutique par l'intermédiaire des smartphones. Donc ça, c'est au niveau de la recherche, je pense que c'est le point principal que la technologie peut nous apporter actuellement. Également, beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle pour reconnaître la douleur. Donc là, c'est encore au début, mais par exemple, en prenant une photo du visage, on peut imaginer, ça se fait déjà, si le patient est douloureux, pas beaucoup, moyennement douloureux, vous voyez. On peut, donc ça, c'est des choses importantes qui pour le patient qui est non communicant, ça pourrait vraiment être d'une grande aide. Bien sûr. Bien sûr. Notamment dans les dernières phases de la vie, voilà. C'est des fois un peu compliqué. C'est le visage qui parle. C'est le visage qui plus parle. Que les gens. Quoi. Ouais. Et parfois, la technologie nous permet de voir beaucoup plus de choses que fait en fait l'être humain, ou surveiller également. Surveiller, par exemple, des enfants, sur des choses où on ne peut pas être tout le temps présent auprès du patient. Ensuite, ce qu'il y a eu beaucoup aussi, c'est bien sûr toutes les technologies pour distraire les patients. Alors, vous voyez, la réalité virtuelle pour faire de la méditation, de l'hypnose, de la relaxation au cours d'un geste douloureux. Il y a beaucoup, beaucoup de techniques qui vont dans ce sens pour accompagner les gestes douloureux, qui ont plutôt un rôle de distraction. Et ça, il y en a, il y a beaucoup de startups qui ont montré également leurs dispositifs. Et pour l'enseignement aussi, toutes ces techniques se développent énormément pour l'enseignement. Par exemple, également dans la réalité virtuelle, on peut faire ce qu'on appelle être dans une immersion dans un environnement qu'un étudiant ne connaît peu, par exemple qu'il a peu fait. Un exemple, c'est par exemple la titration de morphine. Vous savez, quand vous avez une grosse douleur, vous arrivez aux urgences, on vous donne de la morphine en titration pour vous calmer immédiatement. C'est quelque chose qui malheureusement peu fait dans les études médicales. Il y en a très très peu qui ont accès et qui ont réalisé ont vécu l'expérience. Et cette réalité virtuelle nous permet de vivre l'expérience, permet aux étudiants de vivre l'expérience et d'interagir avec des seringues, de se mettre des protocoles, et donc d'être actifs. C'est de la simulation en santé, une simulation qui permet l'enseignement. Donc là, on voit arriver toutes ces technologies et je pense que c'est vraiment un avenir. C'est une très bonne nouvelle pour nous tous. Alors, je pense qu'on a tous aussi un peu une petite responsabilité, si je peux me permettre de faire 2 minutes de publicité. Je partage ces discussions que j'ai depuis pas mal de temps sur ce thème. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas du tout un expert de la santé, mais je partage ça avec les gens autour de moi, et je partage ça avec mon épouse, et il se trouve qu'une de ses amies, avec qui elle discute, lui dit, écoute... mes douleurs au genou, c'est plus possible, ils ont tout essayé, j'ai été opéré, etc. Et rien ne marche. Mais ça m'inquiète un peu parce que là, il me parle, alors ça fait des années qu'elle souffre,
Elle n'arrive quasiment plus à marcher non plus, d'ailleurs, en plus, malheureusement. Et elle dit, je crois que le médecin m'a parlé d'installer un petit boîtier, mais ça me fait peur. Enfin, je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait m'expliquer. Donc, non, je vais pas y aller. Enfin, voilà. Et alors, ma femme, à qui je raconte tout ce qu'on échange et qui regarde des vidéos, quelquefois aussi, lui explique que, mais non, il ne faut pas s'inquiéter, c'est la neurosimulation, que ça va au contraire être extrêmement efficace, que les douleurs vont disparaître. Elle lui explique qu'il y a un petit fil électrique qu'on installe avec la moelle épinière et que c'est d'une efficacité redoutable, etc. Et finalement, son ami lui dit, ah bon, tu crois? Bon, donc il faut que j'y aille. Alors, elle dit, oui, vas-y, on te le propose, il faut y aller. Bon. Alors, on ne va pas forcer les gens, hein, c'est pas le propos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous un peu une responsabilité à propager la bonne nouvelle à partir de ce qu'on entend, parce que je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a encore beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte du potentiel de ces traitements et de leur capacité, d'une façon plutôt plus soft, on va dire, que les quelques médicaments qui, quelquefois, donnent l'impression qu'on fait partir la douleur, mais nous embarquent dans des conséquences oui, et la réalité, terribles, c'est que, bon, je veux dire, entre mots, l'efficacité des médicaments est modeste. Voilà. On va le dire franchement. Ouais. Actuellement, dans le panel qu'on a pour traiter les douleurs les plus sévères et certaines douleurs neuropathiques, on est sur l'efficacité de 1 patient sur 5 ou mieux, 1 patient sur 6. C'est-à-dire qu'on donne un médicament à un patient, il faut en traiter 6 pour avoir un patient qui va réagir, qui va être efficace. Ça s'appelle, voilà. Donc c'est donc une efficacité modeste des médicaments. Les médicaments entraînent des effets secondaires, parfois qui sont un peu lourds. Hein, ça peut être, voilà, et puis toutes les problématiques de l'addiction qu'il y a actuellement aussi avec les opioïdes, il faut faire quelque chose, il faut faire attention. Oui, donc, on est bien d'accord. ces techniques, c'est vrai qu'elles peuvent apporter une ouverture. Voilà, il faut poser la bonne indication au bon patient au bon moment. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur ces recommandations qui sont importantes. Ouais. Et est-ce que vous pensez que les développements technologiques, et notamment la neurosimulation, mais je sais qu'il n'y a pas que la neurosimulation, je deviens un grand expert, entre guillemets, au moins des noms, mais est-ce que vous voyez vraiment se développer ces solutions, ou est-ce que ça reste quelque chose qu'on ne veut pas trop utiliser parce que ça coûte peut-être, je sais pas, sur le coup un peu plus cher d'installer un système que de donner une boîte de médicaments, mais finalement, sur 10 ans, la rentabilité est évidente. Hein, mais est-ce qu'il y a des aspects financiers? On manque d'études sur l'impact économique de tout ça, parce qu'en fait, sur le long terme, on y gagne. On y gagne parce que le patient reprend son travail, parce que le patient consomme moins de soins, parce que le patient consomme moins de médicaments. Ça, c'est une chose. Après, vous m'avez posé la question, est-ce qu'il se passe des choses? Oui, il se passe beaucoup de choses. Moi, je trouve que les choses sont en train de changer, surtout sur la jeune génération de médecins. De médecins, voilà. Tout simplement de médecins, particulièrement médecins de la douleur. J'ai pas osé le dire, mais est-ce que c'est aussi une question de génération? Oui, c'est une question de génération. Qui soignent, quoi. Il y a des techniques qui sont en train aussi de la radiofréquence, vous savez, pareil, hein, c'est des stimulations de neuromodulation qui sont ponctuelles, qui sont en train de se développer donc, sur les nerfs. On va faire justement moduler le nerf en le ciblant et en ajoutant. Et ça, c'est des techniques qui sont ponctuelles. Il n'y a pas d'implant qui est posé, mais qui peuvent être bénéfiques. Bien sûr, encore de la recherche à faire. Bien sûr, il faut savoir exactement quel patient peuvent rentrer dans ces indications. Mais il y a vraiment d'abord un intérêt des jeunes médecins, cette possibilité qui se développe avec cette nouvelle technique. Et moi, je suis positive. Moi, je pense que les choses... voilà. D'accord, donc on a l'espoir. Moi, je suis très positif et toujours très positif. On est tous toujours très positifs chez Sapiens parce qu'on réfléchit, on amène des idées. Là, on se dit tiens, on dépose des idées dans le débat. Avec un peu de chance, ça va marcher, ça va faire son effet. Est-ce qu'on voit le nombre de malades? Alors, c'est pas facile d'évaluer 12 millions et de regarder le chiffre tous les 6 mois pour voir s'il monte ou s'il baisse. Mais est-ce qu'on voit les choses évoluer? Est-ce qu'on sent que le nombre de douloureux chroniques diminue ou pas du tout? Alors vous n'avez pas les 12 millions dans les centres, hein, donc c'est pas facile à suivre, mais est-ce que vous voyez des gens qui finalement arrivent à guérir de leur douleur et les choses, enfin, leur vie est différente, ce que vous évoquiez au début, l'aspect social est absolument dramatique, enfin, c'est humain et c'est dramatique. Moi, ce que je vois là sur les dernières 15 années, c'est quand même eu un changement sur... Il y a de plus en plus de soignants formés à la douleur, ça c'est sûr. On les dépiste plus précocement.
Voilà. Et on connaît mieux certaines douleurs, donc en particulier la douleur neuropathique. Avant, elle était inconnue, on ne la dépistait pas bien, on voyait les patients arriver dans les centres de la douleur sans diagnostic. Maintenant, on dit, voilà, on nous adresse pour douleur neuropathique. Ça, c'est un réel changement. Alors après, parfois, on voit des patients encore qui sont extrêmement complexes dans les structures, qui a une grande errance aussi, une grande errance, ils vont d'un médecin à un autre pour rechercher, trouver une solution. Ça on en voit encore beaucoup, malheureusement. D'accord. Ok. Alors, je m'inquiétais parce que je n'avais pas encore vu arriver les questions sur mon téléphone. C'est pas que je ne m'intéresse pas à ce que dit Valéria, c'est juste que je suis censé récupérer les questions que vous posez. Bon, petit souci technique, mais ça y est, c'est réglé. J'ai une question d'une dame. Ça ne changera rien si c'était un homme, mais bon, qui d'abord nous souhaite une bonne année, merci beaucoup. Et elle dit, qu'en est-il du traitement de la douleur par le cannabis? On vient juste d'en parler, mais on va repartir sur le cannabis plus précisément, qui se révèle être un excellent antidouleur en termes de légalisation. Ouf. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, ouais. Alors, sur les traitements sur le cannabis, il faut savoir qu'actuellement, il y a un essai thérapeutique sur le cannabis, dont les structures douleur, il n'y a pas que la douleur, il y a pour d'autres indications. Il a été donné cet essai pour plusieurs indications, qui sont la spasticité, certaines épilepsies. Il y a d'autres indications, mais les fins de vie aussi complexes, et la douleur neuropathique. Donc dans cette indication, les structures douleurs peuvent, ceux qui ont participé à cet essai, sont actuellement en train de donner du cannabis. D'accord. Alors le cannabis, c'est un grand mot. Hein, dans le cannabis, il y a deux composants, le CBD et le THC. C'est le THC qui a probablement plus d'effet sur la douleur. Et on donne donc en huile actuellement ce traitement. C'est un essai qui va évaluer l'efficacité et également la participation, le réseau, comment ça fonctionne, puisqu'on en donne les structures et ensuite le médecin traitant peut renouveler l'ordonnance et le pharmacien aussi. Donc est-ce que ça fonctionne ce réseau? Je vous avouerai qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes sur ce cannabis, mais ce n'est pas la panacée. Il ne faut pas croire que le cannabis va être la panacée sur la douleur. Il faut faire attention à ça. Les études les plus probantes montrent que peut-être un patient sur 11 pourrait être soulagé dans l'indication de douleur neuropathique. C'est pas beaucoup. Hein. Tout à l'heure, je vous disais que c'était très modeste pour les médicaments, mais 1 sur 5, 1 sur 6. Voilà. Alors après, on se dit peut-être qu'un patient sur 11, si c'est le patient qui va en bénéficier, c'est important. Mais voilà, on est sur une efficacité modeste dans cette indication. On a ouvert les vannes, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, D'accord, merci beaucoup. Alors, on revient au congrès, puisque quelqu'un vous demande, je voudrais savoir s'il y a une commission avec les usagers, parce que vous avez parlé de différentes commissions, donc est-ce qu'il y a une commission avec les usagers? Et puis, une autre question posée par la même personne, pourquoi ne pas faire une gratuité pour des patients à ce congrès? Écoutez, c'est à réfléchir. Les deux questions, c'est à réfléchir. On n'a pas de commission avec les usagers. D'accord. Voilà. Okay. Et c'est quelque chose qui peut se réfléchir. Et je pense que maintenant, c'est très important de... Alors, la gratuité, je pense que la veille du congrès, ce Pain Talk est déjà une avancée énorme pour la population. Voilà, une avance importante. Et j'invite vraiment à s'inscrire. Je ne sais pas s'il a participé ou pas. Je reprends la dernière question, excusez-moi. Alors, existe-t-il une unité de mesure de la douleur qui permettrait de relier la douleur physique à la douleur morale d'un patient, et ce, afin de traiter globalement les douleurs traversées? Alors ça, on parle d'évaluation de la douleur. Ouais. Alors, il y a plusieurs outils pour évaluer la douleur et il y a plusieurs composantes qu'on peut évaluer. Il n'y a pas un outil pour évaluer tout. Ça n'existe pas. On a des outils pour évaluer l'intensité de la douleur. Ça, c'est la mesure la plus simple. Mais en douleur chronique, on n'a pas besoin que ça. Parce que ce n'est pas seulement l'intensité qui s'évalue. C'est tout le retentissement que je vous disais. Donc, on a l'habitude d'évaluer le retentissement sur le sommeil. On a des échelles pour ça, où on peut tout simplement dire, voilà, Dominique, ton sommeil, il est comment? Et parfaitement, c'est gêné ou pas. On a des outils pour évaluer l'anxiété, des outils pour évaluer la dépression, la qualité de vie, la fonction, comment les patients bougent. Et en fait, avec cette image, on a l'habitude de se faire une vision globale. Le retentissement global de la douleur dans la fonction, dans le déplacement des patients, dans le sommeil, etc. Et on a une image globale de ce retentissement.
D'ailleurs, ça fait partie, hein, c'est obligatoire, hein, l'évaluation de la douleur passe partout. Mais il y a pas, malheureusement, on n'a pas un outil. Pas un outil, d'accord. Une question très pratique. Que faire quand les délais d'attente, alors je pense qu'on parle des centres douleurs, sont de plus de 12 à 18 mois? Alors, bon, 12 à 18 mois, ça peut exister, mais c'est extrêmement rare. Mais il y a des coups de fil quand même. Hein. Tous les centres de la douleur proposent à un moment un créneau, des coups de fil pour vraiment les situations très urgentes. Et d'ailleurs, dans ces recommandations que je vous ai dit du parcours du patient, on a recommandé d'avoir déjà un créneau pour les urgences. Et par contre, on demande aux médecins traitants, enfin les soins primaires, quand ils nous adressent un patient en urgence, d'être sérieux dans le jugement. Voilà, et de justifier. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, merci à ce spectateur anonyme, parce que c'est comme ça qu'il se présente. Et il revient sur ma remarque sur l'invasif. Il a bien raison. Invasif peut faire peur, mais c'est mieux que de cacher. Donc, je la cite parce que je pense qu'elle est importante, en effet, par rapport à ma remarque. Comment situez-vous l'algodystrophie dans les schémas et réseaux de la douleur? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par les schémas et les réseaux de la douleur? Je ne sais pas, mais... Alors, cette algodystrophie, c'est une maladie qu'on voit beaucoup dans les douleurs chroniques. Hein. Ces douleurs un petit peu complexes, qui sont exagérées après un traumatisme banal, une entorse, une immobilisation. On voit beaucoup voilà, et ça nécessite une prise en charge vraiment globale. Alors, comment on les voit? Ils sont très fréquents dans les structures de la douleur. Et la prise en charge passe beaucoup par une rééducation, des rééducations qui peuvent être douloureuses. Et parfois, justement, on est obligé de prendre en charge avec des techniques pour endormir la région douloureuse, pour pouvoir la mobiliser. D'accord, très bien. Alors, merci pour le témoignage que vous allez nous offrir. Écoutez bien. Bonsoir. Chanceuse d'avoir pu être implantée il y a 1 an et demi. Ça a été une véritable aide qui me permet aujourd'hui d'accéder de nouveau à un emploi adapté. Je pense qu'il est vraiment essentiel d'impliquer le patient dans ce long parcours de la douleur et peut-être échanger davantage sur les effets de la neurostimulation au quotidien dont on ne parle pas suffisamment. Alors, entre parenthèses, fatigue, difficulté de concentration. Il y a des recherches en cours sur ces points? Point d'interrogation. Oui, sur en fait, le retentissement global. Ce que je veux dire, les registres nous permettent en fait d'avoir des données des patients. Et ça, c'est important de standardiser ces données pour remonter toutes ces données. Donc, je remercie beaucoup ce témoignage parce que c'est vrai que la reprise de travail est quelque chose de très important. Et cette neurostimulation sont des techniques qui permettent la reprise de travail à beaucoup de patients qui étaient handicapés. Tout à fait. Alors... non, merci beaucoup Vanessa, puisqu'on ne voulait pas la citer, mais on va la citer, comme ce n'est que le prénom. Certains sujets d'acouphènes chroniques parlent de douleur. Incluez-vous ces patients dans vos réseaux? Alors, non, pas vraiment. Il y a certaines personnes qui pensent que l'acouphène a des liens avec la douleur, puisque c'est quelque chose qui revient. Mais non, là, dans les réseaux actuellement, on n'a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Quoi. Mais je pense qu'en recherche, il y a des choses qui se font. Acouphène, douleur. Ouais. Alors, j'ai un neurostimulateur médulaire en plus. D'accord. Hein, donc vous allez nous expliquer. J'ai un neurostimulateur médulaire pour des neuropathies périphériques depuis 7 ans qui m'a sauvé la vie car je souffrais énormément depuis 6 ans et ne pensais qu'au suicide. Merci également de ce témoignage. Je crois, oui, voilà. Merci. C'est encore une dame. Merci Sylvie. Un petit mot sur la neurostimulation médulaire. Oui, bah oui. En fait, de quoi il nous parle Donc, c'est ces techniques, justement, de neuromodulation. Eh bien, expliquez-nous. Donc, l'idée, c'est de mettre, en fait, un petit cathéter qui va jusqu'à la moelle, qui va à côté de la moelle, dans le cordon postérieur, là où passent, en fait, les nerfs qui vont transmettre la douleur au cerveau, et qui vont envoyer un petit courant électrique qui peut parfois être ressenti, parfois non ressenti. Voilà, et tout ce lien avec un petit boîtier qu'on met sous la peau, d'accord, que le patient peut allumer ou peut éteindre. Donc c'est cette technique de neuromodulation, de stimulation médulaire qui permettent de moduler la douleur. En fait, on ne va pas traiter l'origine de la douleur. C'est ça, on traite l'effet. Voilà, on va traiter en fait la transmission de cette sensation qui va être modulée, qui va être abaissée, réduite, voire disparaître. J'ai compris de vidéos qu'on a fait avec certains patients qu'ils ont un petit boîtier comme un boîtier de télévision là
augmenter ou pas la dose quand d'un seul coup il y a une douleur un petit peu qui dépasse un petit peu. Ils peuvent en plus maximum. l'adapter en fonction de la position. D'accord. Quand ils sont allongés, par exemple, ils D'accord. peuvent baisser parce qu'il y a un contact qui est plus important. Donc De ce qu'ils font aussi, suivant leurs activités. Donc, très bien. Alors, une autre question. Est-ce que des thérapies non médicamenteuses qui ont montré leur efficacité au centre de traitement de la douleur pourraient bénéficier d'une prise en charge en libéral et à proximité des patients? Je pense à l'hypnose médicale, l'acupuncture. Vous venez d'exposer les limites des médicaments, faire passer le soulagement des humains avant le business des laboratoires pharmaceutiques. Bon. Je ne suis pas sûr qu'on soit sur la conclusion, mais... Non, ces techniques non médicamenteuses sont très importantes. Sont très importantes à mettre en place des prises en charge globales. Et elles sont très efficaces. Et vous en avez parlé. Voilà. Et vous en avez parlé. Et on en parle. Et on en a parlé dans chacune de nos conférences presque, tout au moins les grandes conférences annuelles. On a parlé en effet de l'hypnose et on a dit que ça pouvait avoir un intérêt. Tout à fait. Voilà. Mais pas seulement l'hypnose, il y a la méditation, pas seulement, voilà, il y a la relaxation, l'accompagnement, la sophrologie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas trop de réaction de la Mivilude là-dessus. Excusez-moi de cette question, mais parce que quelquefois on part dans la définition de secte parce qu'on veut proposer ce genre de traitement. Enfin, non, il n'y a pas de souci. Il y a un accord de la médecine en général, avec un grand M et un grand G. Tout à fait. D'accord, bon, très bien. Bon, juste pour réagir. De toute façon, je voudrais juste rebondir 2 secondes sur les laboratoires, le business des laboratoires pharmaceutiques. Bon, il n'y a pas de secret. Hein. Si on ne fait pas de recherche, on ne va pas progresser. Hein. Donc, malheureusement, les inventions ne nous tombent pas tout cru du jour au lendemain. Hein. C'est pas parce qu'on se lève un matin et qu'on a l'idée de génie que ça va être ça et que ça va marcher. Donc, il faut bien faire des essais. Il faut faire des essais et il faut surtout faire de la recherche la plus sérieuse possible. Et ça, pour faire ça, il faut les moyens et il faut de l'argent. Donc, le gouvernement, enfin le système de santé public finance de la recherche, hein, il n'y a pas de débat, mais le finance à sa vitesse et surtout à ses moyens. Donc, il y a un certain nombre heureusement qu'il y a un certain nombre de laboratoires qui accélèrent cette recherche. Mais par contre, j'ai une information pour vous, sur 10 projets sur lesquels ils travaillent, il y en a un seul qui va leur rapporter quelque chose. Alors, bien sûr, il leur rapporte un peu d'argent, on ne se cache pas, il n'y a pas de problème, mais cet argent sert aussi à financer les pertes des 9 autres projets qui n'ont pas abouti, qui n'ont servi à rien. Voilà, c'était le petit moment d'économie. Ce sont nos partenaires. On a besoin des partenaires industriels. On a besoin vous l'avez cité, on a besoin des start-up. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en termes d'innovation dans la médecine. On a un observatoire à l'Institut Sapiens qui s'appelle l'Observatoire Santé-Innovation, l'OSI, qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de choses. Et dans cet observatoire, on constate tous les jours qu'il y a des progrès incroyables qui sont faits dans le domaine de la santé, grâce à des sociétés petites, moyennes, grandes, qui se lancent dans des recherches et qui essaient de développer des outils. Ce qu'on peut dire à notre auditeur, peut-être qu'on en a besoin, c'est sûr, mais ce qu'on attend aussi, c'est de la transparence. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut demander. On peut demander la transparence, je suis d'accord. Les grandes avancées sont faites aussi. Oui, absolument, absolument. Donc, globalement, vous avez l'impression que les choses progressent. Quand est-ce qu'on aura 2 fois plus d'adhérents à la SFETD pour que ça aille encore plus vite? Alors, il n'y a pas que la SFETD qui travaille à la douleur, hein, beaucoup. Non, mais vous êtes là, donc... Alors, les choses avancent, elles vont plus vite. Moi, je suis très contente actuellement. Il y a une grande fédération de plusieurs professionnels. On sent qu'il y a une meilleure cohésion de l'ensemble des plus jeunes également, qui sont de plus en plus présents au niveau de la SFETD. Et c'est eux qui vont nous remplacer demain. Et ça, on sent qu'il y a une montée, parce qu'on a regardé un peu les chiffres. Les moins de 30 ans, par exemple, depuis 3 ou 4 ans, ils sont en train d'augmenter dans le congrès. D'accord, voilà. C'est bien. Parce que des fois, on leur reproche d'être... De ne pas être là, mais non. D'être un petit peu... pas dire touriste, mais enfin, de ne pas vouloir s'impliquer sur des choses au-delà de leur propre métier et de pas y investir tout le temps qu'il faudrait pour faire un peu plus. Donc, très bien, merci
de cette précision. Alors, une dernière question, si vous aviez un souhait pour 2023, en matière de traitement de la douleur, bien évidemment, hein, on va parler de d'autres sujets privés, mais en matière de douleur, traitement de la douleur, votre souhait pour 2023, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Écoutez, le plan du gouvernement actuellement est autour de la prévention. Les préventions aux 3 âges de la vie qu'il veut mettre en place. Donc voilà, on félicite de ce choix et je pense que c'est important d'aller vers la prévention. Nous, ce qu'on rêverait, c'est que la douleur soit intégrée dans ce dépistage aux 3 âges de la vie. D'accord. Donc intégrer le dépistage de la douleur chronique et de son retentissement. Ça permettrait de former les professionnels et de prendre en charge le plus tôt possible ces patients qui en ont vraiment besoin. D'accord, très bien. Je regarde s'il y a une dernière question, parce que je vous avais posé la dernière. Alors, une petite remarque. Oui, mais en dehors des centres, il est très onéreux de suivre ces thérapies. Alors, je pense qu'on parle des thérapies numériques, c'est ça, enfin, technologiques peut-être. Des thérapies numériques, je ne sais pas qui est très onéreux. Si on est en dehors des centres, si on veut le faire en libéral, je ne sais pas si on peut acheter un simulateur soi-même, et puis, enfin, pas l'acheter tout seul, mais je veux dire, se faire poser un simulateur en disant bon, je veux bien payer parce que ça va pas assez vite dans le centre de douleur et je veux bien le faire à titre privé, quoi. Ben oui, ça coûte cher. D'accord. Et c'est possible à la limite. Je pense que c'est possible, oui. Je pense que c'est possible, d'accord. Bon, écoutez. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci pour une nouvelle fois cette heure passée ensemble. C'était très, très intéressant. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. J'invite tous ceux qui ont eu l'occasion et le privilège d'assister à cette discussion à en parler autour d'eux et à passer l'enregistrement qui est sur YouTube, sur notre chaîne Institut Sapiens. Alors, dans le domaine des cafés Sapiens, hein, puisque c'est un café Sapiens, c'est pas un petit déjeuner, hein, pas à 18h, hein, mais c'est un café Sapiens. Dans ce domaine, on aura le 1er février un autre café Sapiens, mais alors cette fois-ci, on va pouvoir l'appeler petit déjeuner, parce que c'est à 8h30 le matin, et c'est sur le traitement des pathologies chroniques. On reste dans le monde de la santé. On ne fait pas que ça, hein, vous l'avez remarqué si vous nous suivez, mais là on revient à nouveau dans le monde de la santé. Les pathologies chroniques avec le docteur Luc Frima. On va réfléchir à comment essayer d'optimiser et d'améliorer le traitement des pathologies chroniques, la prévention. Enfin, on va retrouver tout ce que vous avez évoqué, bien évidemment, Valéria. Donc, Valéria, merci beaucoup pour cette heure et à bientôt. Et merci Dominique pour cette invitation. Merci.